Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Docteur des Textes. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'ascension artistique de Vincent van Gogh. Un artiste aujourd'hui mondialement connu et adulé pour son style unique, sa vie rocambolesque et sa peinture visionnaire. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de présenter une fois de plus les travaux de ce peintre illustre. Mais qu'en est-il de l'œuvre de sa belle-sœur, Johanna? C'est elle que nous allons suivre dans cette vidéo. En effet, c'est grâce à elle que vous ou moi avons pu admirer le travail de Vincent et que toute la célébrité qu'il possède aujourd'hui est née. C'est également grâce à elle que nous avons pu découvrir les pensées et la vision du monde de l'artiste via un ensemble de 900 lettres de Vincent qu'elle a publiées. Cela donna des clés de compréhension pour de nombreux tableaux prestigieux qui sont exposés, pour ne citer que, au musée d'Orsay de Paris, dans la National Gallery de Londres ou au musée d'art moderne de New York. C'est aussi son travail qui fait que le musée Van Gogh d'Amsterdam existe, tout simplement. Rendons aujourd'hui ces lettres de noblesse à cette patronne de l'art et à ses efforts impressionnants de conservation et de promotion. Johanna Bonger, aussi surnommée Jo, s'intègre à la famille Van Gogh de manière assez imprévue. Elle est enseignante d'anglais lorsqu'elle rencontre Theo Van Gogh, le frère de Vincent, lors d'un de ses voyages à Amsterdam. Pour lui, c'est immédiat. Il tombe follement amoureux d'elle. Dès la deuxième fois qu'ils se virent, il lui fit immédiatement sa demande en mariage. Un petit peu déboussolée par cette demande, elle refuse initialement, n'étant pas amoureuse de lui. Elle écrira à ce propos dans son journal personnel, en 1887, « Je ne pouvais pas dire oui à une chose comme ça. Oh, si seulement je pouvais. Pourquoi mon cœur ne ressent rien pour lui ?» Mais il continuera ses efforts par lettre dans un échange qu'elle acceptera d'entretenir. Elle répondra à ses avances plus tard, à force de politesse et de conversations épistolaires. Ils se marièrent en 1889 et elle accouchera un an après d'un enfant nommé Vincent, en honneur de son oncle, pour l'instant encore un illustre inconnu du monde de l'art. En 1890, le peintre fera un tableau en l'honneur de cette naissance, Les Amandiers en fleurs, alors qu'il réside toujours dans le désormais célèbre asile psychiatrique de Saint-Rémy-de-Provence. C'est cette année-là qu'eut lieu la première rencontre entre Johanna et le peintre, à l'occasion de sa visite à son neveu, dont il partageait le nom. Elle la raconte ainsi. « Je m'attendais à un homme malade, mais voici un homme robuste, aux épaules larges, avec une couleur saine, un sourire sur le visage et une apparence très résolue. De tous les autoportraits, celui devant le chevalet lui ressemble le plus à cette époque. Il resta avec eux quelques jours, dans leur appartement plein des œuvres désormais célèbres de Vincent, gardées dans des conditions qui feraient pâlir n'importe quel conservateur de musée. Les murs étaient couverts de tableaux. Dans la chambre à coucher, les vergers fleurissants. Dans la salle à manger, au-dessus de la cheminée, les mangeurs de pommes de terre. Dans le salon, le grand paysage d'Arles et la vue nocturne sur le Rhône. De plus, au grand désespoir de notre femme de ménage, il y avait sous le lit, sous le canapé, sous les placards de la petite chambre d'amis, d'énormes piles de toiles non encadrées. Vincent repartit peu après. Johanna le vit pour la dernière fois en juillet 1890 à l'occasion de son retour à Paris dans l'appartement du couple. Son journal mentionne cette visite ainsi, troublante de clarté et de prémonition annonciatrice de sa fin. Vincent nous a rendu visite une fois de plus à Paris. Il n'était pas satisfait de l'endroit où les tableaux étaient conservés. Ce furent donc des jours de grande inquiétude et d'anxiété. De nombreux amis sont venus rendre visite à Vincent. Toulouse-Lautrec est resté déjeuner et a fait de nombreuses blagues avec Vincent. Il s'est ensuite précipité à Auvers, surmené et excité, comme le montrent ses dernières lettres et ses derniers tableaux, dans lesquels la catastrophe menaçante semble approcher comme les oiseaux noirs menaçants qui filent à travers la tempête au-dessus des champs de blé. Et Johanna avait raison. En juillet 1890, Vincent se tire un coup de revolver dans le ventre, ce qui causera sa mort 2 jours plus tard. Son frère Théo se rendra à son chevet et restera jusqu'à ce qu'il expire. Il repartira avec la totalité des toiles qu'il n'avait pas encore reçues. Il en exposera quelques-unes dans sa galerie de Paris, toutefois sans succès, et essayera de faire la promotion de son frère. Cependant, il n'eut pas vraiment le temps, car il décéda à cause des suites d'une syphilis 6 mois plus tard, laissant Jo seul avec toute la collection et un nouveau-né. Imaginez un peu sa difficulté.
Elle vient à peine d'être veuve, son beau-frère a décidé de prendre sa vie et elle se retrouve avec sur les bras son enfant, plus de 400 tableaux et 900 lettres, et à cela se rajoute le fait qu'à cette époque, ces tableaux n'ont pas plus de valeur que la toile et la peinture qui ont été utilisées pour les faire. Mais elle n'abandonne pas et, sur les conseils d'une de ses amies, va s'installer aux Pays-Bas, dans la commune de Boessum. Elle y ouvrira une maison d'hôtes avec le peu d'argent qu'elle possède et elle y exposera de manière stratégique quelques-uns des tableaux de Vincent. Dès lors, elle commencera à reprendre la mission de feu son mari et se fera la première promotrice de Vincent van Gogh, une vocation qui l'accompagnera toute sa vie. Avec l'argent des familles venant en pension dans son établissement et quelques traductions, elle parvint à subvenir à ses besoins. Elle commencera à lire les lettres de Vincent et Théo et eut une véritable épiphanie. Là, entre les lignes, se racontait la vie quotidienne et les tribulations de l'artiste. Son insomnie, sa pauvreté, ses doutes sur lui-même. Les lettres abordaient également les techniques de Vincent, des descriptions de peintures d'artistes qui l'inspiraient et à qui il voulait s'adresser, les gens ordinaires. Les lettres de Van Gogh étaient partie intégrante de l'art. Elles étaient les clés des peintures et rassemblaient l'art et la vie tragique, intensément vécue, en un seul ensemble. Dans une entrée de journal écrite plusieurs mois après le décès de Théo, Jo a réfléchi au travail lourd qui l'attendait. Il m'a laissé une autre tâche, l'œuvre de Vincent, la faire connaître et apprécier autant que possible. Je me sens néanmoins seul et abandonné. Malgré tout, il y a des moments de grande sérénité que la satisfaction de mon travail me procure. Pour commencer, Jo s'est adressé à Jan Veth, un critique d'art qui rejetait l'art académique, alors synonyme de réalisme. Mais il a d'abord rejeté l'œuvre et rabaissé les efforts de Jo car il était repoussé par la violence brute de certains Van Gogh. Cela n'a cependant pas découragé Jo, qui a écrit dans son journal « Je ne me reposerai pas tant qu'il ne les aimera pas ». Elle lui a ensuite remis une enveloppe pleine de lettres de Vincent et l'a encouragé à les utiliser comme contexte supplémentaire pour les peintures. Cela a fonctionné. Veth faisait partie de ceux qui tentaient de comprendre un passage de l'impressionnisme à quelque chose de nouveau, un art qui appliquait l'individualisme aux questions sociales et même spirituelles, dira-t-elle dans son journal. Cela l'encouragea grandement. Elle réussit également à vivre sa vie, élever un fils, tomber amoureuse puis rompre avec Isaac Israels et se remarier avec un autre peintre néerlandais, Johan Cohen Goschalk, mais sera à nouveau veuve en 1912. Elle est également devenue membre du Parti social-démocrate néerlandais des travailleurs et cofondatrice d'une organisation dédiée aux droits du travail et des femmes qui publiait un journal qui leur était destiné, La Femme prolétarienne. Lors d'une visite à New York en 1917, elle a assisté à une réunion dirigée par le chef communiste Léon Trotsky. Des témoignages post-mortem de l'organisation diront sur Jo, elle s'excusait toujours de ne pas être plus active dans le mouvement socialiste. Elle disait qu'élever correctement son fils était aussi une bonne chose à faire pour la société. C'est donc là mon travail principal, disait-elle. Elle n'a jamais dévié de sa mission artistique. Au début du XXe siècle, le marchand d'art Paul Cassirer l'aida à organiser la première exposition jamais consacrée à l'artiste dans sa galerie de Berlin au tournant de l'hiver 1901-1902. En 1905, 15 ans après les décès de Théo et Vincent, elle a réussi à organiser une grande exposition au Stedelijk Museum d'Amsterdam. L'effort s'est avéré monumental tant par son héritage que par son attrait. C'était à l'époque, et cela reste encore aujourd'hui, la plus grande exposition de Van Gogh jamais organisée, avec 484 œuvres exposées. L'événement a consolidé la réputation de Vincent comme un grand artiste. Paul Cassirer va aider Johanna à organiser d'autres expositions, notamment à celle de la Sécession viennoise de Munich et à celle de la Sécession viennoise de Berlin, ainsi qu'au musée Folkwang de Essen en 1912. La première exposition de Van Gogh aux États-Unis se tient en 1913. D'autres expositions se tiennent après la Première Guerre mondiale et la cote du peintre s'élève à New York, à Londres et à Paris. Elle ne vend pas de tableaux et peut ainsi contrôler le prix des œuvres en circulation. Elle organise ou soutient des expositions capitales où elle montre toute sa collection. Elle a également organisé les lettres de Vincent à Théo en 1914 pour préparer une publication portant le titre « Lettres à son frère ». La même année, elle fait transférer la dépouille de Théo Van Gogh au cimetière d'Auvers-sur-Oise, à côté de la tombe de Vincent.
Elle supervisa chaque détail jusqu'à la commande de pierres tombales assorties. Un lierre, symbole de fidélité, pousse sur les deux tombes, comme pour réunir les deux frères dans l'éternité, ce qui était son souhait. Ce lierre provient du jardin du docteur Gachet, qui avait pris soin de Vincent jusqu'à son décès. Elle sentit la vie du monde changer sur son défunt beau-frère grâce à son travail permanent. C'est tellement bon, après tant d'années d'indifférence publique, voire d'hostilité envers Vincent et son œuvre, de sentir vers la fin de ma vie que la bataille est gagnée. Le seul tableau qu'elle vendit, Les Tournesols, fut pour montrer au monde la valeur de ce qui existait sur la toile et faire résonner le nom de Vincent dans le monde entier. Elle dira de cette vente en 1924 à la National Gallery de Londres, où il est toujours aujourd'hui, « C'est un sacrifice pour la gloire de Vincent ». À la fin de sa vie, Jo souffrait de la maladie de Parkinson. Après quelques années près de son fils aux États-Unis, elle est retournée en Europe et a passé ses dernières années dans un appartement à Amsterdam, puis dans une maison de campagne à La Reine, jusqu'à sa mort à l'âge de 62 ans. C'est toujours Théo seul qui l'a compris et soutenu, écrivit-elle dans une introduction à la première édition anglaise des Lettres, publiée en 1927, 2 ans après sa mort. Mais, compte tenu de son remarquable exploit d'avoir fait d'un artiste précédemment inconnu l'un des plus grands noms de l'histoire de l'art, il est évident de dire qu'elle l'a soutenu et compris, elle aussi. Son fils et neveu de Vincent van Gogh, Vincent Willem, a continué le travail de sa mère dans les décennies qui ont suivi sa mort. Il vend en 1962 le restant de sa collection, plus de 200 tableaux et 400 dessins, ainsi que des tableaux de Gauguin et toutes les lettres de Vincent à l'État néerlandais pour 15 millions de florins, soit 8 millions d'euros sans compter l'inflation. Le musée Van Gogh, fondé par le jeune Vincent pour garantir que l'art de son oncle resterait accessible au public indéfiniment, a ouvert ses portes le 3 juin 1973. Nombre de leurs ressources m'ont aidé à préparer cet épisode, comme leurs recherches sur les lettres des deux frères, et je ne peux que vous conseiller d'aller y jeter un œil. Si vous voulez aller plus loin, sachez qu'ils publient aussi la biographie de Johanna, disponible en anglais uniquement sur leur site et qui bénéficie directement au financement du musée et à l'héritage de feu Madame Van Gogh. Voici désormais la fin de cet épisode sur une femme sensationnelle à l'impact massif sur le monde de l'art qui a pour ainsi dire créé la célébrité de Van Gogh telle que nous le connaissons aujourd'hui. Tout cela en étant d'abord seule, contre l'air du temps, traductrice, gestionnaire de maison d'hôtes, militante politique, mère et veuve par 2 fois. Sa contribution au monde est unique, à l'image des tableaux qu'elle a rendus internationalement renommés. Sans elle, l'histoire de l'art serait bien différente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager si vous l'avez appréciée. Et à bientôt chez le Docteur des Textes.